Un fermier noir solitaire a acheté une jeune fille sourde vendue par son père alcoolique, puis il s'est rendu compte qu'elle entendait, et ce qui s'est passé ensuite a mis toute une ville à genoux. 20 $. Qui me donne 20 $ pour cette muette? Hurla Jack Morrison en brandissant une bouteille de whisky bon marché tout en tirant sur une corde attachée au poignet d'une jeune fille de 19 ans. La vente aux enchères de bétail touchait à sa fin au marché de Millerville, mais la foule s'attardait encore autour du corral lorsque cette scène grotesque commença à se dérouler sous le soleil brûlant du Texas. La jeune fille restait immobile comme une statue, les yeux baissés, ses cheveux bruns sales couvrant partiellement un visage qui aurait pu être beau s'il n'avait pas été marqué par la négligence. Ses pieds nus étaient couverts de poussière rouge, et sa robe bleue délavée, déchirée au niveau du genou, révélait des signes évidents d'années de maltraitance. Elle ne réagissait ni aux cris assourdissants de son père ni aux rires cruels des hommes qui l'entouraient, comme si elle existait dans un monde complètement séparé. Elle ne parle pas, elle n'écoute pas, mais elle travaille comme une mule, continua Morrison en trébuchant légèrement et en manquant de renverser la bouteille. Elle cuisine, elle nettoie, et surtout, elle ne donne aucun souci. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Silas Washington observait cette scène répugnante à l'ombre de son chapeau de cuir, la mâchoire serrée d'indignation. À 42 ans, il connaissait bien le goût amer du préjugé. En tant que l'un des rares fermiers noirs prospères de la région, il avait conquis ses 300 acres de terre avec son sang, sa sueur et une détermination à toute épreuve que les Blancs de la région n'avaient jamais réussi à briser, malgré tous leurs efforts au cours des 15 dernières années. Il était venu au marché uniquement pour acheter quelques têtes de bétail, pas pour assister à cette démonstration révoltante de la façon dont certains êtres humains traitaient d'autres êtres humains comme des biens. L'ironie ne lui échappa pas. Lui, descendant d'esclaves, assistait à la vente littérale d'un être humain. 15 $, cria Tom Bradley depuis la quincaillerie, provoquant encore plus de rire dans la foule. Au moins, une jument peut tirer une charrette. Elle ne vaut même pas ça, se moqua un autre homme en crachant sur le sol poussiéreux. Quel genre d'imbécile voudrait d'une chose pareille? Une femme qui n'entend même pas quand on lui crie dessus? La foule rit de bon cœur, comme si assister à la vente aux enchères d'un être humain était le divertissement le plus naturel au monde. Morrison sourit largement, dévoilant des dents jaunes et pourries, clairement satisfait de la réaction du public. C'est alors que quelque chose attira l'attention de Silas. La jeune fille, qui était censée ne rien entendre, eut une réaction presque imperceptible lorsqu'un enfant cria très fort derrière elle. Juste un léger mouvement des épaules, comme si elle avait sursauté pendant une fraction de seconde avant de se contrôler à nouveau. Silas fit un pas en avant, émergeant de l'ombre. Sa présence imposante, 1,80 m, des épaules larges façonnées par des années de travail pénible, fit se retourner certains hommes dans la foule qui se mirent à chuchoter entre eux. Ce n'était un secret pour personne que beaucoup ici n'approuvaient pas la présence d'un noir prospère sur leur territoire. Pendant un instant, juste un instant, la jeune femme leva les yeux et croisa son regard. Il n'y avait ni supplication dans ses yeux verts, ni désespoir ou larmes. Il y avait quelque chose de beaucoup plus troublant et intrigant, un calme profond, presque surnaturel, comme si elle savait exactement ce qui se passait autour d'elle et qu'elle avait fait la paix avec son destin, même si elle n'était censée entendre aucun mot. 50 $. La voix grave de Silas trancha l'air chaud comme une lame acérée. Le silence qui suivit fut si dense et si lourd que même les mouches semblaient avoir cessé de voler. Des gorges s'éclaircirent, des bottes s'agitèrent nerveusement sur le sol, et tous les regards se tournèrent vers le fermier noir qui avait osé interrompre leur divertissement. Morrison cligna plusieurs fois des yeux, essayant d'assimiler cette offre astronomique. 50 $, c'était plus d'argent qu'il ne gagnait en 3 mois de travail sporadique. Vendu, balbutia Morrison, s'étouffant presque avec ses propres mots tandis qu'il tendait sa main tremblante. Vendu à monsieur là-bas. L'hésitation sur le mot « monsieur » ne passa inaperçue pour personne, surtout pas pour Silas, qui était déjà habitué à ce genre de manque de respect voilé. Il s'approcha calmement et commença à compter les pièces d'or, une par une, en s'assurant que tout le monde voyait qu'il avait de l'argent à revendre. Pendant que Silas comptait les pièces, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La jeune fille, qui était censée être sourde, tourna légèrement la tête lorsqu'une charrette passa en grinçant doucement derrière elle, un bruit que la plupart des gens n'auraient même pas remarqué. Le mouvement était presque imperceptible, mais Silas observait et le remarqua immédiatement. Il défit soigneusement la corde qui lui liait le poignet, ses doigts calleux évitant de toucher les ecchymoses violettes et jaunâtres autour de la peau meurtrie. Le nœud était si serré qu'il avait laissé des marques profondes. « Comment t'appelles-tu » demanda Silas à voix basse, testant une théorie qui commençait à se former dans son esprit. Elle ne répondit pas verbalement, gardant les yeux baissés, mais pour la première fois de la journée, un semblant de sourire effleura ses lèvres pâles lorsqu'il lui tendit la main pour l'aider à monter dans la charrette. Un sourire si subtil qu'il aurait pu être le fruit de son imagination, mais il était bien là. Alors qu'il s'éloignait de cette foule de vautours déguisés en gens civilisés,
les regards hostiles brûlant leur dos, Silas se rendit compte que cette mystérieuse jeune femme cachait des secrets bien plus grands et plus complexes que n'importe lequel de ces idiots ne pouvait l'imaginer. Et si vous aimez cette histoire qui montre comment les préjugés peuvent se retourner contre ceux qui les pratiquent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ni Morrison, ni la foule, ni même Silas lui-même, c'est que cet achat apparemment impulsif était sur le point de déclencher une série d'événements qui allaient ébranler pour toujours les fondations pourries et hypocrites de cette communauté. Le trajet de retour à la ferme s'est déroulé en silence, mais pas d'un silence gênant. C'était le silence de deux personnes qui comprenaient le poids des mots non dits. Silas conduisait la charrette sur les routes poussiéreuses du Texas, jetant de temps en temps un coup d'œil derrière lui pour voir si la jeune femme s'habituait au balancement irrégulier du véhicule. Elle s'appelait Rose, comme il l'avait découvert lorsqu'elle avait écrit son nom dans la poussière qui recouvrait le côté de la charrette, utilisant son index avec des mouvements précis et élégants qui contrastaient avec son apparence négligée. Ce n'était pas le genre d'écriture que l'on apprenait sans éducation formelle, et cela éveilla la première d'une longue série de questions dans l'esprit de Silas. Au cours des jours suivants, la routine de la ferme Washington prit une dynamique complètement nouvelle. Rose travaillait avec une efficacité silencieuse qui impressionnait même Silas, habitué à des années de solitude et d'autosuffisance. Elle nettoyait, cuisinait et s'occupait des animaux comme si elle était née pour cela, mais il y avait quelque chose de plus. Une intuition presque surnaturelle qui lui permettait de savoir exactement ce qui devait être fait avant même qu'on le lui demande. C'est le troisième matin que Silas eut la première confirmation réelle que Rose cachait quelque chose. Il réparait une clôture à l'autre bout de la propriété lorsqu'il entendit le bruit de sabots qui approchaient. 3 hommes à cheval, Tom Bradley, le ferronnier, le shérif Patterson et un troisième qu'il ne reconnut pas immédiatement. « Washington !» cria Bradley, encore à une distance considérable. « Il faut qu'on parle. » De l'autre côté du champ, Silas vit Rose lever la tête instantanément, même si elle se trouvait à plus de 200 mètres et était censée être sourde. Elle laissa tomber la nourriture qu'elle distribuait aux poules et courut vers la maison, avec l'urgence de quelqu'un qui avait clairement entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû entendre. Silas finit d'enfoncer le clou dans le bois avant de se retourner pour faire face aux visiteurs indésirables. Le shérif Patterson était un homme corpulent d'une 50aine d'années, connu pour fermer les yeux sur certaines injustices lorsqu'elles concernaient des gens bien. Silas reconnut le troisième homme comme étant le révérend Mitchell, chef de l'église méthodiste locale et gardien autoproclamé de la moralité de la communauté. « Que puis-je faire pour vous » demanda Silas, en gardant un ton respectueux mais sans se montrer servile. « Nous avons reçu quelques préoccupations » commença le révérend en descendant de cheval avec des mouvements calculés. « Au sujet de cette fille que vous avez amenée chez vous. Certaines personnes en ville se demandent s'il est approprié qu'un homme célibataire de votre condition héberge une jeune femme blanche de cette manière. » Le mot « condition » fut prononcé avec une pause délibérée qui transformait une description en insulte. Silas sentit la brûlure familière de la colère contenue monter dans sa poitrine, mais il garda une expression neutre. « Rose travaille ici en échange du gîte et du couvert, » répondit-il calmement. « Comme n'importe quel autre ouvrier agricole. Je ne vois pas où est le problème. » Bradley cracha par terre, un geste qui semblait être sa marque de fabrique. « Ouvrière agricole, c'est une jeune fille, Washington. Et vous savez très bien le genre de rumeur que cela peut susciter, surtout compte tenu de votre situation. » Le shérif Patterson s'éclaircit la gorge, reprenant son rôle officiel. « Je ne dis pas que vous avez fait quelque chose de mal, Silas. Mais vous comprenez comment certaines personnes pourraient mal interpréter cette situation. Un noir prospère, une jeune fille blanche orpheline. Vous savez comment ça marche ici. » Silas savait très bien comment les choses fonctionnaient. Il avait passé les 15 dernières années à naviguer dans les eaux troubles du préjugé, déguisé en préoccupation morale. Il savait que sa prospérité était déjà une épine dans le pied de nombreux blancs de la région, et que le fait d'héberger Rose ne faisait que leur donner l'excuse qu'ils cherchaient. « Nous aimerions parler à la jeune fille, » déclara le révérend. « Juste pour nous assurer qu'elle est bien traitée. »« Elle est sourde, » rappela Silas. « Et muette. Je ne sais pas comment vous comptez lui parler. »« Tout de même, » insista Patterson, « c'est notre devoir de vérifier. » C'est alors que quelque chose d'intéressant se produisit. Rose apparut sur le porche de la maison, vêtue d'un tablier propre et portant un plateau avec de l'eau fraîche et des biscuits. Elle s'avança vers le groupe d'un pas mesuré, les yeux baissés, dans une parfaite démonstration de soumission attendue. Lorsqu'elle arriva près des hommes, elle fit une petite révérence respectueuse et leur tendit le plateau, comme si elle démontrait exactement le type de comportement approprié qu'ils s'attendaient à voir. Mais Silas remarqua quelque chose que les autres n'avaient pas vu. Un petit sourire malicieux au coin de sa bouche lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. « Vous voyez » dit Silas. « Elle est bien traitée et se comporte correctement. »
Le révérend Mitchell prit un petit gâteau et le mordit, clairement impressionné par la qualité. Elle cuisine bien, admit-il à contre-cœur. Tout au long de l'interaction, Rose continua à jouer son rôle à la perfection. Elle ne réagit pas lorsque Bradley laissa tomber délibérément sa tasse d'eau pour tester si elle entendait le bruit. Elle ne bougea pas lorsque le shérif frappa dans ses mains juste derrière sa tête. À tous égards, elle semblait exactement ce qu'elle était censée être. Une jeune fille sourde et muette, reconnaissante d'avoir trouvé un foyer sûr. Mais Silas prêtait attention à des détails que les autres ignoraient. Lorsqu'un des chevaux hennit doucement derrière elle, Rose ajusta légèrement sa position. Lorsque Patterson murmura quelque chose à propos de « garder un œil sur la situation », elle contracta presque imperceptiblement les muscles de ses épaules. Une fois les hommes partis, emportant avec eux leur désapprobation à peine voilée et leur promesse de « vérification future », Silas et Rose se retrouvèrent seuls sur la véranda. Elle continua à ramasser les tasses en silence, mais il y avait une tension dans l'air qui n'était pas là auparavant. « Ils reviendront », dit Silas à voix basse, plus pour lui-même que pour elle. Rose cessa de ramasser les tasses et le regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis son arrivée à la ferme. Pendant un bref instant, toute son apparence vulnérable disparut, révélant une intelligence vive et une détermination qui firent comprendre à Silas qu'il avait complètement sous-estimé qui elle était vraiment. Cette nuit-là, alors que le vent soufflait dans les champs de blé et que les étoiles brillaient dans l'immensité du ciel texan, Silas commença à comprendre que Rose n'était pas seulement une victime qu'il avait sauvée. Chaque nouvelle humiliation de la part de la ville, chaque regard méprisant, chaque murmure malveillant ne faisait qu'alimenter quelque chose de puissant qui grandissait entre eux, une force silencieuse que leurs oppresseurs ne pouvaient ni voir ni comprendre. Ce que ces gens privilégiés et pleins de préjugés ne savaient pas, c'est que chaque acte de mépris, chaque tentative d'intimidation, écrivait leur propre sentence de défaite. Pendant un instant, lorsque Rose baissa la tête devant les visiteurs hostiles, tous pensèrent avoir confirmé leurs soupçons quant à sa place dans la hiérarchie sociale. Mais ceux qui connaissent la véritable force savent qu'elle grandit précisément dans le silence, nourrie par l'injustice, attendant le moment idéal pour révéler sa véritable nature. Au cours des 2 semaines qui suivirent la visite des gardiens de la moralité, la vie à la ferme Washington reprit un rythme apparemment normal, mais Silas commença à remarquer des détails qui l'intriguaient de plus en plus. Rose n'était pas seulement une jeune fille traumatisée qui faisait semblant d'être sourde. Elle orchestrait quelque chose de beaucoup plus complexe et intelligent. Le premier indice est apparu un matin pluvieux. Silas réparait le toit de la grange lorsqu'il a entendu Rose parler à voix basse aux chevaux. Ce n'étaient pas seulement des murmures affectueux, mais des mots clairs et articulés. « Calme-toi, Thunder. Je sais que tu as mal à la patte arrière. On s'en occupera cet après-midi. » Quand il descendit de l'échelle, Rose avait repris son rôle de jeune fille muette, nourrissant les poules comme si de rien n'était. Mais cette fois, quand leurs regards se croisèrent, elle ne détourna pas les yeux. Au lieu de cela, elle fit un geste presque imperceptible de la tête, un petit signe qui disait clairement « Je sais que tu sais ». La confirmation définitive vint sous la forme du docteur Samuel Matthews, le seul médecin noir de la région, qui arriva à la ferme un jeudi après-midi avec sa mallette médicale et un sourire énigmatique. « Silas », dit-il en descendant de son cheval avec des mouvements élégants. « Je suis venu voir comment allait votre invité. J'ai entendu dire qu'elle avait des besoins particuliers. » Le docteur Matthews était un homme raffiné d'une 50aine d'années, diplômé de l'université Howard et respecté même par les Blancs les plus racistes de la région. Après tout, ses compétences médicales étaient indispensables lorsque leur propre vie était en danger. Mais quelque chose dans son ton suggérait qu'il ne s'agissait pas d'une visite médicale ordinaire. Rose apparut sur la véranda, s'essuyant les mains sur son tablier, et pour la première fois depuis son arrivée à la ferme, Silas la vit sourire sincèrement. Pas le sourire retenu et prudent qu'elle affichait aux autres, mais un sourire de reconnaissance et de complicité. « Docteur Matthews », dit-elle d'une voix claire et polie qui fit s'étouffer Silas avec le café qu'il était en train de boire. « Ravi de vous revoir. »« De vous revoir », répéta Silas en regardant Rose et le docteur Matthews. Le docteur Matthews rit doucement. « Silas, j'aimerais vous présenter Rose Elizabeth Thornton, diplômée en médecine et en psychologie de l'Université de Boston, fille du regretté docteur Jonathan Thornton, pionnier dans le traitement des maladies mentales. » Le monde de Silas s'arrêta littéralement. Rose, ou plutôt Rose Elizabeth Thornton, était médecin diplômé. La jeune sourde-muette, qu'il avait sauvée lors de la vente aux enchères, était en fait l'une des femmes les plus instruites de l'État du Texas. « Mon père a tout perdu dans une opération financière frauduleuse il y a 2 ans, » expliqua Rose, sa voix désormais empreinte de la confiance de quelqu'un habitué à gérer des situations complexes. « Quand il est mort, mon beau-père Jacques Morrison m'a considéré comme un fardeau encombrant. Il était plus facile de me présenter comme une handicapée que d'admettre qu'il avait une belle-fille plus instruite que la plupart des hommes de la ville.
Le docteur Matthews acquiesça gravement. Rose m'a contacté il y a 3 mois, lorsqu'elle a appris que je recevais des patients noirs et blancs sans distinction. Elle avait un plan audacieux pour dénoncer l'hypocrisie de cette communauté, mais elle avait besoin du cadre idéal. Et je lui ai fourni ce cadre, murmura Silas, commençant à comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Vous avez fourni bien plus que cela, dit Rose en s'approchant de lui. Vous avez fourni de la crédibilité, une protection et, plus important encore, un exemple vivant que le caractère et la dignité n'ont pas de couleur. Mais nous avions besoin de temps pour rassembler des preuves. Des preuves. Ce mot résonna dans l'esprit de Silas, tandis que Rose le conduisait à l'intérieur de la maison. Sur la table de la cuisine, elle avait étalé des dizaines de documents, de photographies et de notes méticuleusement organisées. Au cours de ces 2 semaines, alors que je faisais semblant d'être une jeune fille muette et sans défense, j'ai systématiquement documenté le comportement des citoyens respectables de cette ville, expliqua Rose en montrant différentes sections du dossier. Tom Bradley vendant des outils défectueux à des fermiers noirs à des prix exorbitants. Le shérif Patterson acceptant des pots de vin pour fermer les yeux sur des crimes commis contre des ouvriers agricoles. Le révérend Mitchell détournant l'argent des dons de l'Église. Le docteur Matthews prit un dossier particulier. Et voici le chef-d'œuvre. Rose a découvert que le même groupe d'hommes qui est venu ici pour remettre en question la moralité de la situation est à l'origine d'un réseau d'exploitation de travailleurs migrants qui serait considéré comme de l'esclavage par n'importe quel tribunal digne de ce nom. Silas examina les documents avec une admiration et une incrédulité grandissantes. Des photos prises en secret, des copies de contrats frauduleux, des témoignages de victimes que Rose avait convaincu de parler. Tout cela révélait un réseau de corruption et de préjugés qui allait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. « Comment avez-vous obtenu tout ça » demanda Silas. Rose sourit, cette fois avec une lueur malicieuse dans les yeux. Quand les gens pensent que vous êtes sourd et muet, ils parlent librement devant vous. Quand ils vous croient sans défense, ils baissent complètement leur garde. Et quand un fermier noir prospère les dérange au point qu'ils doivent inventer des prétextes moraux pour le harceler, ils révèlent leur vraie nature. Le docteur Matthews referma le dossier avec un claquement satisfait. Le plan est simple. Dimanche prochain, pendant le sermon du révérend Mitchell, lorsque toute la bonne société sera réunie, nous présenterons une petite exposition éducative. Et si ça ne marche pas ? Demanda Silas, même s'il connaissait déjà la réponse grâce à la lueur déterminée dans les yeux de Rose. Alors, dit-elle en rangeant les documents avec des gestes précis, nous passerons au plan B. Et croyez-moi, Silas, ils n'aimeront pas du tout le plan B. Ce soir-là, tandis que le docteur Matthews partait mettre des copies des documents en lieu sûr, Silas et Rose s'assirent sur la véranda pour regarder les étoiles. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, il la voyait telle qu'elle était vraiment, non pas comme la victime qu'il pensait d'avoir sauvée, ni comme la jeune femme mystérieuse qui l'intriguait, mais comme la force de la nature qu'elle était réellement. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité dès le début » demanda-t-il. « Parce que, répondit Rose, tu avais besoin de croire que tu me sauvais pour que ta protection soit sincère. Et j'avais besoin de voir si tu étais l'homme que j'espérais que tu sois. Un homme suffisamment intègre pour défendre une inconnue sans rien attendre en retour. Et maintenant ?» Rose se tourna vers lui, les yeux brillants d'une intensité qui fit comprendre à Silas qu'il avait complètement sous-estimé non seulement ses capacités, mais aussi la profondeur de sa détermination. « Maintenant, dit-elle, nous allons montrer à cette ville ce qui arrive quand on sous-estime autant un fermier noir prospère qu'une femme qu'ils ont jugée trop faible pour être une menace. » C'est alors que tout le monde se mit à rire de la pauvre fille sourde, que quelque chose d'extraordinaire commença à prendre forme. Non seulement dans les documents éparpillés sur la table, mais surtout dans le regard déterminé qui brillait désormais dans les yeux de Rose avec une intensité qui allait faire comprendre à ces hypocrites que quelque chose de dévastateur était sur le point de détruire le petit monde corrompu qu'ils avaient construit avec des mensonges et des préjugés. Le dimanche arriva sous un ciel bleu immaculé. L'église méthodiste de Millerville n'avait jamais vu autant de monde. Toute l'élite blanche de la ville était présente pour le sermon spécial du révérend Mitchell sur la moralité et l'ordre social. Rose entra dans l'église comme prévu, vêtue d'une robe simple et gardant les yeux baissés, jouant parfaitement le rôle de la jeune fille sourde et soumise. Silas l'accompagnait, ignorant les regards hostiles qui les suivaient jusqu'au banc du fond. Le révérend Mitchell monta en chair avec son arrogance habituelle. « Mes chers frères, » commença-t-il d'une voix mielleuse, « aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont Dieu établit des hiérarchies naturelles dans notre société. » C'est alors que le docteur Matthews entra par la porte latérale, portant un volumineux dossier et se dirigeant directement vers l'autel. « Révérend Mitchell, interrompit-il, je pense que la congrégation sera intéressée par ce que j'ai à dire sur les hiérarchies naturelles. » Rose se leva lentement, et pour la première fois depuis son arrivée en ville, son attitude changea complètement. Lorsqu'elle prit la parole,
sa voix claire résonna dans toute l'église comme un coup de tonnerre. Je m'appelle Dr Rose Elizabeth Thornton, diplômée en médecine de l'Université de Boston. Pendant 3 semaines, alors que vous me traitiez comme une sourde et une incapable, j'ai systématiquement documenté le réseau de corruption que vous avez mis en place dans cette ville. Le silence était total. Tom Bradley balbutia, incrédule, mais vous êtes muette. Non, sourit Rose, vous n'avez simplement jamais pris la peine d'écouter. Le docteur Matthews étala des documents sur l'autel. Tom Bradley, vendant des outils défectueux à des fermiers noirs à des prix 3 fois plus élevés que leur valeur, offrant des remises aux clients blancs. Bradley pâlit. C'est un mensonge. Nous avons vos propres notes, continua le docteur Matthews, documentant les différents prix pratiqués pour différents types de clients. Le shérif Patterson tenta de sortir, mais Rose éleva la voix. Shérif Patterson, aimeriez-vous entendre parler des 12 000 $ de pots de vin que vous avez acceptés pour fermer les yeux sur des violations du droit du travail? Patterson s'arrêta comme s'il avait reçu une balle. Vous ne pouvez rien prouver. Si, je peux, sourit Rose en sortant un appareil de son sac. Vous avez cru qu'une jeune femme sourde ne saurait pas utiliser un appareil photo? Ou un magnétophone? L'assemblée explosa en murmures tandis que Rose poursuivait. Révérend Mitchell, vos détournements de dons s'élèvent à 4 000 $ rien que cette année. L'argent des orphelins et des veuves finance vos voyages missionnaires au casino d'Houston. Le révérend tenta de reprendre le contrôle. C'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, l'interrompit Silas, devrait être un lieu de vérité, pas un repère d'hypocrites. Rose s'avança vers le centre. Mais le plus impressionnant, c'est le système de travail forcé qu'il coordonne. Des travailleurs emprisonnés par des dettes, des documents confisqués, des salaires retenus. De l'esclavage moderne à 15 km d'une église qui prêche la liberté. La dévastation sur les visages des 3 hommes était totale. Le docteur Matthews brandit un dernier document. Des copies de toutes les preuves sont envoyées simultanément au procureur général, au journal d'Austin et au bureau fédéral d'enquête. La panique fut instantanée. Bradley tenta de s'enfuir, mais Silas lui barra le passage. Rose regarda l'assemblée silencieuse. Pendant 3 semaines, vous m'avez considérée comme fragile et imparfaite. Aujourd'hui, vous découvrez que je suis plus instruite que vos enfants, plus riche que vos maris et certainement plus morale que vos dirigeants. Le révérend fit une dernière tentative, même si ces accusations. Ce ne sont pas des accusations, coupa Rose froidement. Ce sont des faits qui seront présentés au tribunal la semaine prochaine. Alors que les révélations s'accumulaient et que les masques tombaient, une question restait en suspens, qui allait changer à jamais non seulement la vie de ces hypocrites démasqués, mais aussi toute la structure du pouvoir d'une ville qui s'était habituée à opprimer ceux qui étaient différents. Car lorsque la vérité éclate enfin, elle reconstruit des réalités entières, et même les plus puissants ne peuvent contrôler ce qui n'est des décombres de leur propre arrogance. 6 mois plus tard, la transformation de Millerville était si spectaculaire que les visiteurs des villes voisines venaient spécialement pour voir ce qui se passe lorsque la justice l'emporte enfin sur l'hypocrisie. Tom Bradley avait perdu sa quincaillerie après le scandale. Sans clients et avec des poursuites judiciaires qui s'accumulaient, il avait été contraint de tout vendre pour une fraction de sa valeur et de quitter la ville. La dernière fois qu'on l'avait vu, il travaillait comme aide dans une ferme à 3 États de là, gagnant exactement le salaire qu'il payait autrefois aux travailleurs qu'il exploitait. L'ancien shérif Patterson purgeait une peine dans une prison d'État pour corruption et abus de pouvoir. L'ironie n'échappa à personne. L'homme qui avait l'habitude d'arrêter des ouvriers agricoles pour des crimes inventés partageait désormais sa cellule avec certains d'entre eux. Ces anciens prisonniers furent assez généreux pour lui expliquer en personne ce qu'il ressentait d'avoir été traité injustement. Le révérend Mitchell avait été expulsé de l'église méthodiste et mis sur liste noire par toutes les confessions de la région. Sa dernière tentative pour recommencer une nouvelle vie avait été interrompue lorsque la congrégation d'une petite ville avait découvert son histoire dans les journaux qui circulaient encore avec sa photo. Il survivait désormais en vendant des assurances à domicile, goûtant pour la première fois de sa vie au rejet constant qu'il avait infligé aux autres. Pendant ce temps, la ferme Washington était devenue quelque chose de complètement différent. Rose y avait établi une clinique médicale gratuite qui accueillait les travailleurs ruraux, indépendamment de leur couleur ou de leur origine. Sa réputation de médecin compétente et juste attirait des patients de 3 comtés voisins. Le docteur Matthews devint associé de la clinique et, ensemble, ils créèrent un programme d'éducation médicale pour les jeunes de la région qui n'auraient jamais eu la possibilité d'étudier la médecine. La première promotion comprenait 5 étudiants noirs, 3 latino-américains et 2 femmes, une composition qui aurait été impensable dans l'ancien Millerville. Silas découvrit que sa ferme était parfaite pour cultiver les herbes médicinales que Rose utilisait dans ses traitements. L'activité prit une telle ampleur qu'il dut embaucher 12 employés permanents,
tous recevant un salaire équitable et une participation aux bénéfices. Tom Bradley aurait fait une crise cardiaque s'il avait su qu'un fermier noir employait désormais plus de personnes que n'importe quelle autre entreprise de la région. L'Église méthodiste, sous une nouvelle direction, a officiellement invité Rose et Silas à se marier lors d'une cérémonie qui a rassemblé plus de 300 personnes. La congrégation qui murmurait auparavant sur l'immoralité de la situation célébrait désormais l'un des couples les plus respectés de la communauté. Au cours de la cérémonie, Rose tint à prendre la parole, d'une voix claire et posée, pour parler de pardon et de seconde chance. Certaines personnes dans cette ville m'ont jugé sans me connaître, dit-elle en regardant directement les visages de la foule qu'il avait autrefois méprisés. Mais je choisis de croire que les gens peuvent changer lorsqu'ils sont confrontés à la vérité sur eux-mêmes. Le moment le plus symbolique est venu lorsque la nouvelle maire de Millerville, une femme noire élue avec 80% des voix, a remis à Rose et Silas la clé honorifique de la ville. La même ville qui se demandait auparavant s'ils avaient le droit d'exister dans le même espace les reconnaissait désormais comme ses citoyens les plus précieux. 3 ans plus tard, lorsque des journalistes se rendaient à Millerville pour écrire sur la transformation miraculeuse de la ville, ils demandaient toujours à Rose quel avait été le secret. Sa réponse était toujours la même. Ne sous-estimez jamais une personne en vous basant uniquement sur ce que vous pensez savoir d'elle. Et ne confondez jamais le silence avec l'ignorance ou la gentillesse avec la faiblesse. Silas, désormais père de 2 enfants adoptifs et propriétaire de la ferme la plus prospère de la région, ajoutait souvent avec un sourire « Et n'oubliez pas, parfois, la personne que vous essayez d'opprimer est peut-être plus instruite, plus intelligente et a certainement plus de caractère que vous n'auriez jamais osé l'imaginer. » L'histoire de Rose et Silas prouve que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de construire quelque chose d'aussi beau et prospère qu'ils passeront le reste de leur vie à regretter de ne pas avoir reconnu votre grandeur dès le début. Les préjugés sont une prison qui emprisonne autant l'oppresseur que l'opprimé, mais seul l'un d'entre eux détient la clé pour s'en libérer. Si cette histoire sur la façon dont l'amour et la justice peuvent transformer même les cœurs les plus endurcis vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la dans les commentaires. Avez-vous déjà été témoin d'une situation où quelqu'un a été jugé injustement en raison de son apparence ou de sa condition? Parfois, les personnes les plus extraordinaires se présentent sous les formes les plus inattendues.